Salut, je vous retrouve à nouveau dans un nouveau tuto et cette fois-ci ce dont on va parler c'est de toutes les nouveautés et améliorations qui sont apparues dans la version 29 d'Illustrator. Ça fait suite à l'événement Adobe Max qui est la grande messe d'Adobe qui permet de faire découvrir les nouveautés ou encore les développements des logiciels de la suite Adobe. C'est un événement qui a lieu il y a une quinzaine de jours et dans la foulée, pas mal de logiciels de la suite Adobe ont été mis à jour. Concernant les nouveautés et améliorations d'Illustrator 29, on va pouvoir dans un premier temps découvrir un nouvel outil qui va être extrêmement pratique et qui va vous permettre d'aligner, de disposer des éléments graphiques sur un tracé, que ce soit un tracé fermé ou un tracé ouvert. On verra aussi que l'outil de vectorisation d'images a été amélioré, et notamment avec une meilleure compréhension des dégradés. Ça vous permettra de créer moins de tracés dans les arrière-plans, par exemple dans lequel il y a des dégradés. Encore une autre amélioration, et cette fois-ci ça va concerner l'outil maquette dont je vous ai déjà parlé et qui permet de créer des mock-ups, donc maquette, mock-up. Là il y a une meilleure compréhension et notamment lorsque vous voulez poser un logo sur une surface qui est plutôt plane, il y avait des fois des compréhensions qui étaient un petit peu bizarres avec cet outil maquette. Vous allez voir que maintenant ça a été amélioré. Concernant les outils qui utilisent l'intelligence artificielle, on a par exemple, lorsque vous voulez créer des motifs avec un prompt, vous avez maintenant accès à un petit peu plus de réglages, et notamment le réglage de la densité. Toujours avec l'intelligence artificielle, amélioration aussi de l'outil de remplissage de forme avec un petit peu plus de contrôle. Ça vous permet d'avoir dans la barre de tâches contextuelles un petit peu plus de paramètres pour vous permettre de mieux contrôler ce que vous allez générer à l'intérieur d'une forme. Pour la création d'images vectorielles à l'aide de l'intelligence artificielle, là aussi un petit peu plus de contrôle, la possibilité de désactiver ou activer la suggestion de prompt. Donc ça, c'est des choses dont on parlera globalement sur l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'intérieur d'Illustrator version 29. Et ensuite, dernière amélioration qui apporte un petit peu plus d'efficacité quand vous travaillez dans Illustrator, la fameuse barre de tâches contextuelle qui est apparue depuis quelques mois maintenant, a beaucoup plus d'options affichées en fonction de l'outil sur lequel vous êtes ou alors du contenu que vous avez sélectionné. Donc on verra globalement les améliorations de cette barre de tâches contextuelle. Vous allez voir que ça va vous changer la vie parce que ça permettra d'éviter d'aller chercher différentes options de part et d'autre de l'interface. Voilà pour l'ensemble des nouveautés dont on va parler dans ce tuto gratuit. On fait une petite mise à jour d'Illustrator et on plonge directement dans le logiciel dans sa version 29. Allez, à tout de suite. Première chose, avant d'aller dans Illustrator, pensez bien à mettre à jour vers la dernière version. Pour ça, le plus simple, c'est que vous ouvriez l'application Creative Cloud, que vous soyez sur Mac ou que vous soyez sur PC. Et une fois que vous êtes dans l'application, vous avez normalement ici l'onglet sur la gauche, toutes les applications, dans lequel vous avez la liste des applications que vous pouvez installer, celles qui sont installées, et si il y a des mises à jour à faire, vous devriez avoir sur l'application probablement le bouton mise à jour. En ce qui me concerne, moi il est déjà installé donc j'ai pas besoin de faire de mise à jour. Mais si mise à jour il y a à faire, vous devriez voir apparaître donc le bouton mise à jour. Autre endroit où vous pouvez potentiellement avoir des infos concernant les mises à jour, c'est plutôt sur la partie droite ici de l'application Creative Cloud, dans lequel vous voyez ici voir les mises à jour. Donc si je viens cliquer là-dessus, il me fait la liste des mises à jour qui ont été faites récemment, et là vous voyez que c'est le cas par exemple pour ma version d'Illustrator qui est en 29.0.1, donc je n'ai pas besoin de la mettre à jour dans ce cas-là, et là vous voyez que par exemple j'ai lancé la mise à jour de Media Encoder en version bêta, donc il est en train de finir la mise à jour. Sinon vous avez la possibilité ici, si il y a plusieurs applications à mettre à jour, de cliquer sur tout mettre à jour, et s'il faut rechercher des mises à jour, vous avez ce bouton-là qui peut vous permettre de rechercher les mises à jour qui peuvent être disponibles, et ça vous permettra ensuite de les mettre à jour, bien entendu. Donc là, il me lance par exemple une mise à jour de Photoshop bêta, là en l'occurrence, donc rien de nouveau sur Illustrator, donc la version qu'il faut absolument que vous ayez pour que nous puissions faire ce tuto sur les nouveautés, c'est donc la version 29, autrement appelée version 2025. Donc mettez bien à jour Illustrator et on se retrouve à l'intérieur du logiciel. Lorsque vous avez mis à jour le logiciel,
une des choses que vous pouvez faire, c'est par exemple aller dans le menu Aide, et vous avez normalement la troisième option, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un petit résumé sur les nouveautés. Je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour dessus. Je clique sur cette option-là, là ça me permet d'avoir cette fenêtre qui est la fenêtre d'aide, mais qui est aussi la fenêtre dans laquelle on peut retrouver aussi d'autres infos. Et le plus simple, c'est que vous veniez cliquer ici sur cette première option, nouveauté d'Adobe Illustrator, et quand je vais cliquer là-dedans, je vais avoir la liste de toutes les nouveautés des dernières versions qui ont été mises à jour. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai montré dans l'introduction de cette vidéo-là. Donc on parle bien effectivement de l'alignement, de la disposition et le déplacement d'objets sur un tracé, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Il y a aussi l'amélioration de la vectorisation d'images et notamment la prise en compte des dégradés, l'amélioration des maquettes sur les surfaces planes, l'amélioration de la génération de motifs et notamment avec un petit slider qui va nous permettre de gérer plus ou moins la densité. On a ensuite l'amélioration du remplissage de forme avec un petit peu plus de contrôle et comme notamment la possibilité d'activer la suggestion de prompt ou encore d'effacer facilement des préconfigurations. On a un petit peu la même amélioration sur la création d'images vectorielles, et on a aussi l'amélioration dont je vous parlais aussi, qui est globalement l'arrivée de nouvelles informations à l'intérieur de la barre de tâches contextuelle, qui va vous éviter d'aller vous balader dans l'interface dans tous les sens, pour vous permettre d'avoir accès à certaines options. Donc, on va commencer par la première option, qui va être du coup l'alignement, la disposition et le déplacement d'objets sur un tracé. C'est parti dans cette nouvelle vidéo. On va commencer avec un premier document, je vais donc faire nouveau fichier, format 4 pourquoi pas, je fais créer, donc je pourrais mettre en format paysage par exemple, rien de particulier hormis ici peut-être je vais me passer en couleur RGB, je fais OK, le document est créé. Donc là j'ai réinitialisé totalement Illustrator, donc on va avoir tous les messages d'alerte, probablement des petites fenêtres qui vont s'ouvrir pour dire bah c'est comme ça qu'il faut utiliser l'outil, blablabla, tout un troupeau de choses. Et puis globalement quand vous avez des nouveaux outils à l'intérieur d'Illustrator, vous avez une petite coche ici et on voit justement cet outil qui vient d'apparaître qui s'appelle l'objet curviligne et qui va vous permettre de disposer différents éléments que vous avez sélectionnés sur une courbe et peu importe la courbe. Ce que on va faire, c'est que je vais mettre en disposition les indispensables classiques. Donc je vais dans le menu fenêtre, je vais dans espace de travail et je vais mettre les indispensables classiques pour qu'on ait globalement à peu près la même disposition. Je vais peut-être regarder quand même s'il faut pas que je fasse un petit réinitialiser parce qu'effectivement il y a des petites choses qui ont bougé. Donc là je suis dans la disposition d'origine de toutes les fenêtres d'Illustrator en indispensable classique. Et donc, ce fameux outil curviligne, donc il va vous permettre de sélectionner plusieurs objets, c'est pas la peine de le faire avec un seul, hein, bien entendu, et ensuite de les disposer sur une courbe. Donc par exemple, si je viens faire ici, je sais pas, je vais prendre un outil étoile par exemple comme ça, je vais venir double-cliquer ici sur la couleur pour lui donner une couleur jaune orangée pour que ça fasse une sorte d'étoile un petit peu militaire, je ne lui mets pas de contour, et puis maintenant ce que j'ai envie de faire c'est de disposer plusieurs fois cette étoile-là sur une courbe. Donc je vais bien entendu faire une duplication de cette forme-là, donc je vais venir reprendre l'outil de sélection, je vais peut-être juste lui modifier sa dimension, et puis là je vais faire un Alt, cliquer, glisser pour le disposer, et ensuite quand vous faites un Alt, cliquer, glisser qui duplique un objet, si vous continuez par faire CTRL D à chaque fois, ça va vous permettre de dupliquer les objets en ayant exactement le même écart. Maintenant, je vais venir créer une autre courbe, donc je vais venir prendre ma plume, et avec la plume, je vais lui dessiner une courbe toute bête, un truc un peu comme ça, rien de fantastique, hein. Le but du jeu est vraiment juste de vous montrer les capacités que peuvent avoir du coup cet outil-là. Je vais venir prendre mon outil de sélection directe et venir un petit peu modifier, voilà ma courbe, peut-être modifier un petit peu ça, voilà, faire une courbe dans ce genre-là, et puis là je vais lui inverser la courbe, hein, parce que je ne veux pas de couleur de fond, je veux juste une couleur de contour. Et là maintenant, ce que je veux, c'est qu'Illustrator me prenne tous ces éléments-là et qu'il les dispose sur ma courbe. Donc je prends mon outil de sélection, je viens faire une sélection de toutes les étoiles qui sont présentes ici, et maintenant je viens prendre mon outil curviligne,
objet curviligne, et une fois que j'ai sélectionné les éléments que je veux disposer, je viens cliquer sur une courbe vide, je clique, et là regardez, il m'a mis toutes les étoiles dans la direction de la courbe. Donc ça c'est plutôt cool. Là, vous avez des petites explications, c'est normal, hein, puisque c'est un nouvel outil. On vous dit de vous servir des widgets pour contrôler la répartition, l'orientation et la position des objets tout au long du tracé. Ces widgets, ce sont ces choses-là qui sont mis en surbrillance ici. Si je viens cliquer sur suivant, il me dit que je peux détacher ou repositionner un objet avec le widget, ici directement par exemple. Et ensuite, si je viens cliquer sur le dernier, je peux accéder aux options supplémentaires depuis le panneau de propriété qui est ici sur le côté. Donc, globalement, voici ce que l'on a. Donc, lorsque vous avez disposé vos étoiles, nous avons ici cet outil-là, c'est l'outil qui va vous permettre de modifier l'espace. Donc, si je clique là-dessus, regardez, ça me permet de disposer mes objets un petit peu plus serrés sur la ligne. Ensuite, j'ai cet outil-là va me permettre de faire pivoter mes réplications directement sur la ligne, et puis ensuite j'ai celui-là aussi qui est pratique, qui va me permettre de choisir l'endroit où tout ça va se positionner sur la courbe. Vous remarquez que j'ai ici ma barre de tâches contextuelles qui est présente, je vais juste venir sur les trois petits points pour l'épingler pour qu'elle reste en disposition. Et là, regardez, j'ai la possibilité de changer la position du point d'ancrage. Donc je peux venir ici lui dire, tiens, bah tu vas plutôt faire la rotation sur le centre de l'objet, ou sur la partie plutôt en haut au centre, en bas au centre. Et là, du coup, j'ai la possibilité de venir lui donner une valeur de rotation spécifique. Là, c'est à 0, là, c'est à 30, là, c'est à 60. Mais en règle générale, moi, je suis plus fan de venir chercher mon widget ici pour venir lui donner une rotation directement dans la fenêtre. Ça, c'est plutôt pratique. Comme c'était dit dans les explications qu'il y avait en petite fenêtre pop-up, j'ai aussi ici accès à des options qui vont me permettre de faire des petites modifications. Regardez ici, options pour objet curviligne, j'ai ici la possibilité de venir choisir le centre de gravité, mais c'est exactement la même chose que dans la barre de tâches contextuelles. J'ai ici aussi les valeurs de rotation que je vais pouvoir donner. Et puis là, ici, j'ai un bouton détaché qui est grisé. Le bouton détaché sera non grisé que à partir du moment où vous allez sélectionner un objet dans la liste des objets qui sont présents ici. Donc regardez, si je sélectionne cet objet-là, par exemple, et que je fais détacher, là, il m'a détaché l'objet, et maintenant, il est plus du tout... il ne fait plus partie en fait de mon ensemble de curviligne qui est présent ici. Donc là, si je viens sélectionner ces éléments-là, j'ai à nouveau ici la disposition. Par contre, lui ne fait plus partie du groupe. Alors, si on regarde un petit peu ce que l'on a à l'intérieur de la fenêtre de calque, je vais venir agrandir un petit peu ces fenêtres-là et réduire tout le monde pour n'avoir que la fenêtre de calque qui est présente ici. Si je viens là-dedans, donc ça c'est mon étoile que j'ai détachée tout à l'heure. Ici j'ai un calque d'objet curviligne à l'intérieur duquel j'ai toutes mes réplications et le tracé qui est utilisé. Donc si vous voulez accéder aux propriétés de cet élément-là, qui est un élément du coup dynamique, il vous suffit de cliquer dessus. Par contre, bien entendu, à un moment donné, quand vous voulez par exemple que ces éléments ne soient plus un élément dynamique et que ça devienne des éléments de vectoriel, soit vous décidez de sortir tout le monde des groupes en faisant des détachés, mais vous ne pouvez pas faire des détachés sur plusieurs objets. Là, si j'appuie sur Shift, je ne peux pas sélectionner les deux objets. Si j'appuie sur CTRL, ça me permet juste d'avoir des options qui vont concerner en fait la modification des réplications qu'il y a là-dessus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Regardez, j'appuie sur CTRL. Si par exemple je maintiens CTRL et SHIFT appuyé, bah là du coup je ne peux pas. Donc en fait je ne peux pas modifier spécifiquement plusieurs éléments et les détacher. Je suis obligé de les sélectionner les uns après les autres et ensuite faire détacher, sélectionner, clac, détacher, etc., etc. Donc ça pour l'instant c'est un truc qui est un petit peu pénible et qu'on ne peut pas modifier de manière globale malheureusement. Donc là si je fais détacher pour tout le monde, là, clac, 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 une fois que tout le monde est détaché, hop, bah en objet curviligne, il ne reste plus personne. Je pourrais par exemple sortir mon tracé, là plus personne ne fait partie de l'ensemble curviligne. Donc ça c'est un outil qui est assez pratique et qui va vous permettre de faire rapidement des créations un peu plus poussées. Alors je vais l'enregistrer en tant que... Alors je vais l'enregistrer, déjà je vais lui dire de ne plus l'afficher, je l'enregistre sur mon ordi dans les fichiers de travail, je l'appelle curviligne 1. En tant qu'illustrator,
Et là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est... Alors, je vais faire un nouveau document, fichier, nouveau, format A4, paysage aussi, créer, hop. Là, par exemple, je vais faire un cercle, donc je vais faire un outil ellipse, je me positionne à peu près au centre ici, j'appuie sur Shift et j'appuie sur Alt en même temps, comme ça me permet donc de faire un cercle parfait. Et puis ensuite, je vais refaire un cercle ici dans le coin, donc je vais, voilà, juste faire un cercle comme ça, je me mets avec l'outil de sélection directe, et ici, en sélectionnant juste cette partie-là, je vais venir sur les modifications, en fait, possibles dans les propriétés qui sont ici. Là, du coup, ça va me permettre de faire une sorte de feuille. Je vais venir prendre cette partie-là, avec un cliquer-glisser et descendre ces parties-là, et là, du coup, vous voyez, ça me permet de faire assez facilement une forme de feuille. Et puis là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour utiliser le remplissage génératif de la forme, qui est une option en bêta encore, mais qui est disponible depuis quelques versions dans Illustrator. Donc je vais cliquer là-dessus, je vais lui demander de faire une feuille de laurier, par exemple, et ici j'ai accès à des options. Donc précision de la forme, je m'en fous un peu, le détail, j'ai pas besoin que ce soit trop détaillé. Ensuite, je ne vais pas utiliser de référence stylistique, mais par contre, je vais venir lui demander de faire un design plat, en choisissant ça. Je viens dans ces options-là qui me permettent d'ouvrir la fenêtre de remplissage génératif de la forme, et je vais lui demander en fait de venir me faire plutôt des couleurs vives, avec un nombre de couleurs de 5 par exemple, je fais générer. Là, comme c'est la première fois que j'utilise l'intelligence artificielle dans cette nouvelle version, j'ai cette fenêtre qui pop-up sur l'acceptation des conditions d'utilisation, je fais OK. Donc il y a une petite moulinette qui va prendre plus ou moins de temps, puisque ça envoie les données de ce que vous voulez faire sur les serveurs d'Adobe, il y a un petit calcul chez eux, ça revient ensuite chez vous, et du coup après ça va générer la forme. Donc là on voit que sur la fenêtre de propriété, il est en train de commencer à générer des petites choses. Donc voilà, j'ai cette proposition-là, ou cette proposition-là, donc la première me convient. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je veux prendre cette feuille-là et je veux la dispatcher sur mon cercle. Donc je vais la prendre ici avec mon outil de sélection, je vais faire la même chose que tout à l'heure, un petit Alt déplacer pour déplacer tout ça, et ensuite je fais CTRL D pour faire plusieurs feuilles par exemple. Voilà, je vais faire plusieurs réplications, je sélectionne toutes ces feuilles-là, et ensuite je vais prendre mon outil Curviligne qui maintenant n'a plus l'icône, je clique là-dessus, je viens cliquer sur le cercle, et là regardez, du coup il m'a disposé ces feuilles sur le cercle. Ensuite, là, la position, le centre de gravité ne me plaît pas, donc je profite que j'ai la fenêtre contextuelle ici qui est présente, et là je décale ici mon centre de gravité. Donc là on voit qu'il y a un petit souci en fait sur le calage du centre de gravité, mais c'est pas grave. Et puis ensuite, il y a des petites choses que j'aimerais faire, c'est prendre cet outil d'espacement là qui va me permettre d'espacer ici mes réplications, et puis je vais venir ici lui donner une petite orientation, peut-être à 30 ou 60, ou peut-être un petit peu moins, je vais lui mettre un 45 degrés, et je vais venir ici bouger un petit peu l'espacement, comme ça va me permettre de faire comme une feuille de laurier, et puis après je peux venir prendre cette partie-là qui va me permettre de remonter ici ces éléments-là pour faire ma petite réplication, comme ça. Là on est pas mal, sauf qu'il y a peut-être des options qui vont me poser problème. Je vais venir par exemple sélectionner en fait certaines options, donc celle-ci je vais la détacher, celle-ci, pareil, je vais la détacher aussi, donc je détache ces éléments-là. En fait, je pense que j'en ai fait un petit peu trop, je sélectionne celle-là, je la détache. Et ensuite, je resélectionne mes éléments. Je vais dans les calques, parce que du coup, ces éléments d'objets génératifs ici me servent plus, je vais les mettre à la poubelle. Et là, maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir prendre cette partie-là pour replacer ici tout le monde un petit peu au centre. Et là, du coup, j'ai l'ensemble des choses qui m'intéressent pour faire en fait une sorte de couronne de laurier. Donc maintenant, ce que je pourrais faire, c'est, par exemple, venir sélectionner chacun de ces éléments-là, donc cet élément-là et cet élément-là avec Shift. Je peux lui demander, par exemple, de faire peut-être un petit groupe de tout ça. Alors, des fois, il y a des petites choses qui fonctionnent pas véritablement directement dans la fenêtre de propriété, mais regardez, ici, j'ai groupé, donc je peux faire groupe. Il me l'a groupé. Je peux sortir maintenant ce groupe-là du groupe ici. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est par exemple faire une duplication de cette partie-là en utilisant dans les outils ici l'outil miroir. Donc là, j'ai fait ma sélection ici. Je fais un double-clic pour ouvrir mon outil miroir. Je lui demande de me faire un copier et pas de me faire une réplication. Et là, regardez, hop, quand je vais faire ça, ça me permet de faire ma petite couronne de laurier assez rapidement en utilisant donc cette nouvelle fonctionnalité des objets curviligne.
Donc ça, c'est des petites choses, n'hésitez pas à les explorer, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite pour la création de certains graphismes à l'intérieur d'Illustrator. Je suis peut-être allé un peu vite, donc n'oubliez pas que les vidéos, vous pouvez les ralentir ou revenir en arrière. Allez, on passe à la nouveauté suivante. Autre nouveauté que je qualifierais de grosse amélioration, c'est tout ce qui a été modifié concernant la vectorisation d'images. Donc pour que on puisse regarder comment est-ce que tout ça a été amélioré, faites fichier, ouvrir, et dans les fichiers de travail, vous pouvez récupérer ce skateboard avec ce fond dégradé violet, du plus bel effet. Je vais faire un petit CTRL 0 pour centrer un petit peu sur mon image, et là du coup j'ai mon illustration est plus grande que le canevas, donc avec l'outil de sélection, je vais sélectionner l'image, prendre le coin ici, appuyer sur Alt et sur Shift en même temps pour réduire la dimension de mon image, et puis ensuite je vais aller dans Objet, Plan de travail, et je vais lui demander d'ajuster le plan de travail aux limites de l'illustration, voilà, comme ça, du coup j'aurai une image qui sera un petit peu moins grande. Donc avec mon outil de sélection maintenant, si je sélectionne mon élément ici, donc là je suis retourné dans l'interface de base, je vais venir lui remettre les indispensables classiques, et lui mettre un petit réinitialiser les indispensables classiques, tout simplement parce que là maintenant que j'ai fait cette importation là, j'ai ici dans cette partie le fameux vectorisation de l'image que je vais pouvoir retrouver aussi dans la fenêtre de propriété ici. Donc je vais venir le choisir ici directement, je clique, là il me dit que la vectorisation risque d'être lente parce que l'image est plutôt grande, c'est pas grave, je fais OK, petite moulinette de tout ça, et donc j'ai cette fameuse fenêtre de vectorisation de l'image, qui est quelque chose que vous pouvez retrouver bien entendu dans les fenêtres présentes ici dans le menu fenêtre. Et là dans la vectorisation d'image, eh bien on est pour l'instant sur quelque chose qui est automatique, donc il m'a effectivement fait cette vectorisation, mais je me retrouve en fait avec quelque chose dans lequel pour l'instant je n'ai pas de couleur. Donc je vais venir dans les paramètres prédéfinis, je vais lui dire par exemple fais-moi un 16 couleurs par exemple, recalcule à nouveau de ce qui se passe au niveau de l'illustration, et du coup bah on va retrouver effectivement un petit peu plus de couleurs, petit lissage du tracé, ça peut prendre un petit peu de temps mais c'est tout à fait normal. Et là du coup je me retrouve avec quelque chose qui ressemble pas mal à mon illustration. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cet outil-là, mais là, en gros, vous avez des paramètres prédéfinis pour vous permettre de choisir en fait différents types de vectorisation. J'ai ici au niveau de l'affichage, je peux changer soit pour être sur l'image source ou alors sur le résultat de la vectorisation ou le résultat de la vectorisation avec contour. Moi, je suis plutôt dans ce résultat-là. Ensuite, vous pouvez choisir le mode de couleur, donc vous pouvez être en noir et blanc, niveau de gris ou couleur. Globalement, si vous faites ça, ça va changer la vectorisation, et là je me retrouve plutôt avec quelque chose en bicolore. Alors que si vous mettez en niveau de gris, eh bien là on va avoir toute la palette des couleurs qu'il peut y avoir dans le gris, et vous allez pouvoir jouer sur le slider qui est présent ici, qui va vous permettre d'aller choisir justement l'indentation de ce niveau de gris. Là vous voyez que du coup effectivement on est plutôt en niveau de gris. Moi je veux être en couleur, puisque je veux vous montrer des petites choses dans la couleur, donc je choisis couleur. On peut bien entendu venir ici modifier le nombre de couleurs qui vont être visibles, donc là pour l'instant je suis en couleur réduite, donc on n'a vraiment pas le max de couleurs possible, et ce qui est un petit peu dommage, c'est que du coup il y a des petites choses ici qui ne seront pas modifiables si vous n'êtes pas avec plus de couleurs. Donc je peux par exemple venir ici chercher un nombre de couleurs beaucoup plus important. Donc là encore, recalcul qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la puissance de votre ordinateur. Et maintenant que je lui mets ici 30 couleurs, je vais avoir encore d'autres petites options. Alors souvent le plus simple, c'est là pour avoir peut-être un petit peu plus d'informations, je vais mettre en photo haute fidélité. Et là regardez, en photo haute fidélité, maintenant j'ai beaucoup plus d'informations qui vont être cochables. Notamment ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici dans le dégradé. Donc là en fait, une fois que vous avez choisi les couleurs, vous pouvez ensuite venir choisir qu'il y a un nombre de tracés plus ou moins élevé, en venant jouer sur ce slider. Donc là je vais lui mettre peut-être un petit peu moins de tracés. Vous pouvez faire en sorte avec ce slider là aussi qu'il y ait peut-être plus ou moins d'angles, donc ça va vous permettre d'avoir des arêtes vives plus vous allez vers la droite, et moins, et donc plus de courbes si vous allez vers la gauche. Ensuite ici vous avez un bruit
qui peut permettre parfois en fait de simplifier ou de perturber un petit peu les surfaces. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir comment est-ce que vous voulez que tout ça fonctionne. Ensuite, j'ai différents modes. Donc j'ai ce mode-là qui est le mode de chevauchement, qui crée des tracés empilés, ou alors celui-là qui crée des recouvrements, dans lequel en fait il y a des tracés découpés. Donc en fonction des modes que vous allez choisir, il va y avoir des options qui vont être différentes dans la manière dont cet outil de vectorisation de l'image va fonctionner. Donc moi je vais rester en fait plutôt sur celui-là. Ok, recalcule. Et puis dans les petites options que j'ai ici, vous voyez que dans créer ici j'ai une option de dégradé. Donc ça c'est tout nouveau. Donc l'avantage maintenant c'est que ça va vous permettre d'essayer d'analyser ce qui se passe dans les dégradés de votre image. Et grâce à ça, ça va vous permettre d'essayer de récupérer, plutôt que de récupérer des découpages un peu dégueulasses, ça va vous permettre en fait de récupérer des dégradés qui vont être après modifiables avec l'outil dégradé. Donc si vous êtes au minimum, ça va avoir une tendance à faire cet effet d'escalier qui va pas être terrible. Si vous voulez avoir le plus possible un dégradé exploitable, il faut que vous alliez lisser encore un petit peu plus le dégradé. Donc là on voit que c'est encore pas correct. Donc je vais y aller un peu à la truelle, même si ça va me faire perdre des options. Là vous voyez que du coup là j'ai un dégradé qui me fait effectivement un dégradé. Alors vous ne retrouverez jamais, en tout cas ça n'est pas encore possible par cet outil-là, de retrouver des dégradés circulaires. Par contre, sur les dégradés linéaires, il le fait bien. On voit bien qu'il y a une couleur plutôt sombre là, plutôt claire, resombre, plutôt clair et resombre ici. Donc je vais rester en fait avec ce format-là. J'ai ensuite ici différentes autres petites choses. Donc là, en fait, je peux lui demander d'essayer de détecter les formes qui correspondraient à des formes connues. J'ai ensuite ici dans les options la possibilité de lui demander de magnétiser des courbes par rapport aux lignes. Je peux gérer une transparence même si je n'en veux pas. Puis là, ce truc-là, j'aime beaucoup parce que ça va permettre de regrouper certains graphismes de manière automatique et ça évitera par exemple de se retrouver avec des groupes monstrueux dans lesquels il y a des milliards de tracés. Là, il va essayer de détecter un petit peu quels sont tous les éléments qui vont vous permettre de faire des groupes qui lui paraissent cohérents. Donc voilà globalement pour les petites choses qui sont ici. Une fois que vous avez réglé et que ça vous paraît correct, vous avez juste besoin de venir cliquez sur décomposer, puisque là pour l'instant si vous laissez ça tel quel et que vous affichez les calques, pour l'instant j'ai quoi? J'ai juste en fait un calque de vectorisation de l'image. Donc là moi je veux décomposer tout ça pour que tout ça devienne maintenant, donc maintenant je peux fermer cette fenêtre là, tout ça devienne un groupe. Alors je vais agrandir ma fenêtre de calque, réduire en double-cliquant sur les onglets tous ces trucs là, et là regardez, maintenant j'ai un groupe qui regroupe uniquement le skateboard, et ça c'est plutôt pas mal. Donc là il a essayé de se dépatouiller avec un groupe, et là vous voyez que du coup il a même créé des ombres qui ont l'air d'être séparées, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il s'est vraiment bien débrouillé dans ce groupe-là. Et puis ici j'ai un rectangle qui détecte bien la forme que j'ai en fond, donc c'était bien un rectangle, et à l'intérieur de ce rectangle, je remarque ici, si je viens sur la couleur, que là j'ai un dégradé. Donc là du coup je peux venir avec mon outil de dégradé là-dessus, et avec mon outil de dégradé, maintenant, comme c'était un dégradé, je vais pouvoir déplacer mon dégradé, je vais pouvoir venir modifier la position du dégradé, je peux bien entendu venir à l'intérieur de mon dégradé, dans les options du dégradé ici, et avec mes options de dégradé qui sont présentes ici dans la fenêtre de dégradé, pardon, je vais pouvoir par exemple simplifier des choses. Là globalement j'ai couleur claire, couleur foncée, cette couleur-là me sert à rien, donc je vais la virer, donc je vais virer en fait ces couleurs-là, ce qui correspond un petit peu plus à ce que j'avais, et ce que j'avais c'était plutôt un dégradé qui va être de type circulaire, donc je peux venir ici en dégradé circulaire, et là regardez, bah, ça me permet de beaucoup plus facilement venir jouer sur ce dégradé-là, et du coup de récupérer des choses qui, au niveau vectorisation, sont beaucoup plus poussées que ce que l'on pouvait faire avant. Donc voilà globalement en fait les petites améliorations qui ont été faites avec cet outil de vectorisation d'image. Donc je vais sauvegarder ce fichier-là, je vais le sauvegarder sur mon ordinateur, je vais l'appeler skateboard vector. On peut essayer de faire un petit essai en fait avec autre chose, donc je vais faire fichier ouvrir. J'ai ici par exemple ce texte là avec double dégradé à l'intérieur. Donc je vais venir lui faire avec l'outil de sélection une petite modification de la dimension Alt, Shift appuyé, je vais dans Objet, Plan de travail, limite de l'illustration, je viens ici. J'ai ici le vectorisation de l'image qui est ici dans ma barre de tâches contextuelles.
Je clique dessus, je vais dans les options en fait de la fenêtre, donc dans vectorisation d'image, donc soit vous allez chercher la fenêtre ici directement, soit dans la fenêtre de propriété, vous remarquez qu'ici il y a cette icône-là qui me permet d'ouvrir la fenêtre de vectorisation. Alors pardon, j'étais un peu violent, je l'ai glissé pas dans le bon calque. Je vais venir ici choisir photo haute fidélité. Donc là il y a un petit calcul effectivement qui va prendre du temps. Hop. Ensuite, je lui demande de détecter les dégradés. Donc là, ça a l'air d'être des dégradés plutôt linéaires sur le texte. Il a l'air de bien se dépatouiller. Je vais venir lui pousser un petit peu plus tout ça pour qu'il essaie de trouver un peu ce qui se passe. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal ici, regardez. Donc je vais lui demander bien entendu de faire un regroupement automatique. Je vais lui demander en fait de gérer aussi les formes, par exemple, s'il y a des formes avec dégradés qui correspondent à ce que je veux ici dans mon illustration. Ok, regroupement automatique, je viens choisir décomposer, je ferme la fenêtre, j'ouvre ma fenêtre de calque. Dans la fenêtre de calque, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai mon rectangle avec mon dégradé, qui est ici. Là ensuite j'ai ce groupe là dans lequel il y a beaucoup de choses. Il détecte par exemple le groupe texte qui a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai l'air d'avoir ici des petites choses. Alors je vais faire un petit CTRL Y pour venir avec mon outil de sélection et virer ces trucs là qui me servent à rien. Donc petite suppression de cette partie là. Suppression de cette partie là. Donc là j'ai un petit peu simplifié les trucs. Là il y a des petites choses qui me servent à rien, donc je vais les mettre à la poubelle aussi. Et ensuite à l'intérieur de mon groupe, regardez, j'ai deux groupes. J'ai ce groupe là. Je vais refaire CTRL Y. Ce groupe-là, et à l'intérieur de ce groupe-là, il y a des petites choses qui se passent, et notamment cette partie-là, où là, regardez, il détecte un dégradé, donc si je viens prendre mon outil de dégradé, je vais pouvoir éditer ce qui se passe au niveau de mon dégradé, et ça, clairement, c'est un gros plus par rapport à avant dans Illustrator, parce que c'est vrai que des fois, on avait un petit peu des difficultés à pouvoir rééditer des choses, mais là, regardez, j'ai vraiment zéro souci pour venir éditer tout ça. Si j'ai besoin de modifier le dégradé, je viens dans ma fenêtre de dégradé, je peux venir ici. Si j'ai besoin de lui changer la couleur, je vais lui mettre du bleu à la place par exemple. Regardez, zéro souci, bleu et un petit orange comme ça, zéro souci pour modifier mes dégradés. Donc voilà, cet outil de vectorisation de l'image nous fait clairement gagner du temps maintenant par rapport aux versions précédentes. Autre nouveauté, les améliorations apportées à l'outil maquette. Alors, pour faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est faire un nouveau fichier. Je vais prendre un fichier format impression, toujours pareil, un paysage. Alors, je vais pas mettre en RVB, en CMJN, je vais me mettre en RVB. Et ensuite, je vais faire fichier, importer. Et vous avez cette boîte à hamburger que j'ai générée avec une intelligence artificielle. Donc, il y a strictement aucune limitation là-dessus. Je vais réduire la dimension de tout ça, appuyer sur CTRL 0 pour réagrandir et faire comme tout à l'heure, faire plan de travail, ajuster aux limites de l'illustration, et ce fichier-là, je l'enregistre en tant que maquette.ai, et ensuite, je fais OK, je viens cliquer pour finir l'incorporation, comme ça au moins tout est incorporé. Et là, pour l'instant, du coup, dans mon menu contextuel, j'ai vectorisation de l'image, mais je ne veux rien vectoriser. Je vais juste, en fait, ne rien sélectionner. Donc, faire un CTRL-SHIFT-A, par exemple, pour désélectionner. Et je vais, ici, dans la barre générer des vecteurs, lui demander, en fait, de générer quelque chose à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, je clique là-dessus. J'ai cette fenêtre qui s'ouvre et je vais lui dire faire un logo hamburger. Si j'écris bien, c'est mieux. Là, je ne rajoute rien. Ici, ensuite, j'ai le type de contenu, soit une scène qui va être vraiment une scène avec, si je lui dis logo hamburger, je vais avoir un logo, mais peut-être d'autres trucs. Sujet, ça va être plutôt pour un personnage, ce genre de choses-là. Donc moi, je vais plutôt choisir icône. Ensuite, je vais pas lui ajouter forcément trop de détails. Dans les références stylistiques, je n'en veux pas. Dans les effets, je veux plutôt un design plat. Ou peut-être géométrique. Non, design plat, c'est bien. Et dans les couleurs et tons, je vais lui dire, tiens, mets-moi des tons, des couleurs plutôt vives. Mets-moi grand max 10 couleurs. Et du coup, ça devrait être pas mal. Donc cette fenêtre-là, elle est bien
parce que ça va vraiment vous permettre de vraiment choisir le sujet lui-même. Donc je viens cliquer sur générer. Il va y avoir quelque chose qui va être généré en fonction de la complexité, eh bien ça va prendre peut-être un petit peu de temps. En règle générale, pour les icônes, il est assez rapide. Là, sachez qu'une fois que vous avez généré quelque chose, je vous rappelle que dans la fenêtre de propriété ici, vous avez accès à différentes choses. Et là, regardez, du coup, en fait, il m'a généré mon petit hamburger. Donc j'ai 3 propositions, celle-ci, celle-ci et celle-là. Donc on va choisir par exemple, la première me semble être la meilleure finalement. Donc du coup, maintenant que ça est généré, alors je vais pousser ma tête, ok. J'ai la possibilité ici par exemple de venir prendre les éléments du groupe qui sont ici, les sortir de l'élément génératif, ça n'est plus un élément génératif. Et maintenant avec mon outil de sélection directe, je peux venir sélectionner cette partie-là, la supprimer en appuyant sur supprimer 2 fois. Et là maintenant j'ai mon groupe avec mon hamburger et avec l'autre partie qui est dessus. Je pourrais mettre le groupe dans le groupe si j'en ai envie. Voilà, comme ça me permet de faire ce hamburger-là, le positionner en dessous. Et là, du coup, j'ai mon petit logo de hamburger. Donc lui, je l'appelle logo. L'image qui est en dessous, ça s'appelle maquette. Et maintenant, si vous voulez faire une maquette, il faut bien entendu que vous sélectionniez l'élément de graphisme qui doit être intégré dans un mockup. Et après, si vous voulez l'utiliser dans un mockup, il faut aller dans fenêtre. Vous allez chercher la fenêtre maquette. Cette fenêtre s'ouvre. Et là, par exemple, vous pouvez lui demander de prévisualiser la maquette à partir, bien entendu, de la sélection qui est en cours. Donc là, si c'est ce logo-là que vous voulez utiliser dans pas mal de possibilités ici à l'intérieur de cette fenêtre maquette dans lequel il y a déjà des petites choses, eh bien, vous venez juste cliquer sur prévisualiser la maquette. Et là, regardez, je vais agrandir la fenêtre. On voit mon logo sur une casquette, sur un t-shirt, etc., etc. Ou alors des graphiques de branding classiques comme ça. Ou alors appareil numérique comme ça, donc en fait il va nous mettre le logo dessus. Donc là vous voyez où est-ce qu'ils sont. Alors attention, ne cliquez pas sur placer dans la zone de travail parce que sinon il va placer ce truc là dans votre zone de travail ici. Il y a les options de packaging qui sont présentes ici, mais moi je veux faire ma propre maquette. Donc ça c'est une maquette que j'avais fait précédemment. Donc moi en fait ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur Shift et maintenir ma maquette qui est présente ici. Je choisis la maquette. Et regardez, ici j'ai un bouton créer une maquette, donc je clique là-dessus, petite moulinette qui va prendre plus ou moins du temps. Donc il y a quelques phases effectivement qui peuvent être un peu critiques. Alors faites par contre attention à un truc, faites surtout pas en sorte d'être encore avec l'outil de sélection directe que j'avais tout à l'heure, hein. Mettez-vous bien avec l'outil de sélection classique. Et comme ça va vous permettre de pouvoir déplacer votre logo beaucoup plus facilement. Donc là, j'ai ces options-là qui vont me permettre de redimensionner mon logo un peu dans tous les sens. Je peux bien entendu appuyer sur Shift en même temps pour le positionner et le redimensionner de manière homothétique. Et après, je peux venir ici positionner mon logo. Et là, du coup, il le positionne correctement. Je vais zoomer un petit peu là-dedans, fermer ma fenêtre de maquette. Et là, regardez, maintenant, quand je vais venir là, il positionne un petit peu mieux le logo sur ces surfaces planes. Ça, c'était un petit handicap de l'outil maquette sur les surfaces planes. Il avait un petit peu du mal, mais regardez, quand je vais venir là, il se débrouille pas si mal avec l'angle qui est présent ici. Et c'est plutôt pas mal. Et là, si je le mets sur le dessus, là, vous voyez qu'il se débrouille aussi plutôt bien. Donc, voilà, il n'y a pas tellement plus à dire. C'est l'outil maquette a été amélioré pour que ça fonctionne mieux avec les surfaces planes. Il n'y a pas plus à dire. Allez, on passe à la suite. Pour la nouveauté suivante, que j'appellerais plutôt amélioration, on va faire un nouveau document. Donc je vais faire fichier nouveau, je vais lui donner un document donc en pixels de 1024 par 1024 pixels en couleur RGB et je fais créer. Ensuite, j'ai besoin d'aller chercher cette fenêtre-là qui est la fenêtre de génération des motifs. Donc vous pouvez faire fenêtre, générer des motifs bêta. Et donc cette fenêtre-là va vous permettre de créer des motifs en utilisant l'intelligence artificielle. Là, au niveau du prompt, c'est-à-dire l'indication textuelle qui va me permettre de générer tout ça, je vais lui rentrer, je vais lui demander en fait de me faire un motif avec des ordinateurs, des smartphones, etc. Donc je mets ordinateur, virgule, smartphone, virgule, écouteur, virgule, appareil
photo, et j'arrête là. Ensuite, je vais venir ici dans cet outil-là qui va me permettre de venir choisir les couleurs et les tons. Donc je peux lui dire, tiens, bah, mets-moi plutôt des couleurs vives, mets-moi un nombre de couleurs qui va être au nombre de 10 par exemple, et je peux même lui indiquer des couleurs en lui prenant par exemple un vert, et je peux lui ajouter par exemple alors j'ai dit vert, c'est un rouge, et un bleu, et donc en fait je peux ajouter un certain nombre de couleurs comme ça pour créer moi-même ma propre palette de couleurs s'il le faut. Donc je vais lui prendre un marron clair par exemple. Ça peut me permettre de générer des petites choses, donc je vais cliquer sur générer. Là, il va générer des petites choses. Par contre, du coup, comme je n'ai pas créé d'objet, il va m'appliquer le motif sur absolument rien, donc il faudra que je crée une géométrie. Par contre, là, peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé cet outil-là. Ce qui va changer un petit peu sur ce que nous avons dans ces fenêtres-là et qui sont des améliorations de la version 29, c'est qu'à l'intérieur ici, j'ai un petit bouton tout effacé qui va me permettre d'effacer mes couleurs, et un autre bouton effacé qui va me permettre d'effacer les autres indications que j'ai données là-dedans. Donc là, bien entendu, il faut que je fasse une forme, donc je vais venir faire un rectangle comme ça, et le rectangle, maintenant, si je veux lui appliquer le motif, il faut que je vienne ici choisir le motif, et là vous voyez que du coup il met bien le motif que je lui ai demandé de faire. Je vais faire un petit CTRL plus pour zoomer, et là j'ai bien ordinateur, appareil photo, smartphone, écouteurs, etc. etc. Donc j'ai 3 propositions, et je peux continuer avec les propositions. Donc là par exemple j'avais une sélection de couleurs, que j'ai enlevé avec le tout effacé ici, du coup je vais lui remettre couleur vive, et je vais lui donner peut-être 5 couleurs maintenant. Je peux venir là-dedans pour choisir un design, donc là qui était en design géométrique, et je vais être en design plat. Et puis, autre nouveauté justement de la version 29 d'Illustrator, si je viens là-dedans, j'ai ici un curseur de densité. Donc, est-ce que mes motifs vont être plutôt avec une densité faible ou avec une densité élevée? Et en gros, il y a 3 positions uniquement. Je vais cliquer sur générer pour générer une autre proposition, comme ça vous permettra de voir que il va y avoir des petites modifications sur la densité de ce que l'intelligence artificielle va me générer. Donc là, 3 autres propositions. Là, du coup, on voit qu'effectivement, c'est relativement dense, un petit peu moins dense ici, un petit peu plus dense ici. Donc en fait, je n'hésite pas à venir jouer sur cette valeur de densité pour peut-être avoir des choses qui vont être moins serrées. Donc là, après, je vais peut-être lui dire, tiens, dans les propositions ici, bah, ne me mets pas de proposition de design. Dans les couleurs vives, je vais lui demander d'être en couleur automatique et en couleur ton froid, par exemple. Ok. Et je reclique sur générer. Et du coup, bah, il continue de me générer des petites choses de cette manière-là. Donc voilà globalement pour les petites améliorations concernant cet outil de générer des motifs. C'est la possibilité d'avoir un petit peu plus de contrôle dans ce qu'on veut mettre et ce qu'on veut enlever avec les fameux boutons effacer, et aussi le contrôle de la densité. Même si je trouve que concernant la densité, on n'a pas forcément en fait une grosse différence. Là, on était à la densité la plus forte, on voit que là c'est quand même effectivement très dense. Ça, c'est la densité la plus faible, donc effectivement, elles sont un petit peu plus écartées, et ça, c'est la densité moyenne. Je vais enregistrer ça, je vais l'appeler motif. On va essayer de faire un test, en fait, avec un autre graphisme, et vous allez voir que oui, ça va peut-être un petit peu changer les choses. Je vais faire fichier, ouvrir. Je vous ai mis une petite image de paire de baskets, là aussi générée par intelligence artificielle, donc il n'y a absolument pas de limitation sur le copyright. Je laisse la fenêtre générer les motifs qui est présente ici dans cette zone-là. Je vais juste appuyer sur Alt et sur Shift pour réduire la dimension de mon image, refaire comme tout à l'heure, objet, plan de travail, ajuster aux limites de l'illustration. Il y a juste le sens de l'illustration ne me plaît pas, donc je vais venir ici utiliser l'outil miroir, un petit double clic et je fais OK. Comme ça me permet d'avoir un miroir dans l'autre sens. Et je vais l'appeler sneakers.ai. Et là, par exemple, je vais venir faire une zone à l'intérieur de ma basket. Je vais prendre l'outil plume. Et avec l'outil plume, je vais venir tracer ici. Voilà, un petit trait là. Clac, clac. Je vais venir ici au bord et je vais venir créer un graphisme, je casse ici la tangente, et je viens arrondir, je viens là, hop, j'arrondis tout ça. Alors là, je vais casser la tangente aussi, parce que là, du coup, j'ai besoin d'aller jusque là. Je casse la tangente en cliquant dessus,
petit trait ici, là j'appuie sur clic gauche, maintenu cliqué pour venir finir ça, et hop, et là j'ai créé ma forme. Donc je prends ensuite ma sélection, et je peux venir ici dans mon générer les motifs. Donc je rappelle, cette fenêtre-là, si elle n'apparaît pas chez vous, allez dans fenêtre et choisissez générer les motifs. Là je vais effacer un petit peu ce qui est marqué ici en cliquant sur la croix, et je vais lui dire petit cœur multicolore, virgule, lèvres avec rouge à lèvres, par exemple, virgule, bouteille de parfum. Je vais choisir ici, donc je peux faire un tout effacé, comme ça m'évite de devoir aller à l'intérieur des trucs. Je vais plutôt prendre des couleurs vives. Le nombre de couleurs, je vais en mettre au niveau de 15 par exemple. Je ne viens pas choisir forcément de palette de couleurs. Ensuite ici, je veux un design plutôt plat. Et dans les fonctions ici, je veux une densité plutôt élevée. Donc je clique sur générer et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, globalement pour les petites modifications qui ont été apportées à cette fenêtre de générer les motifs. Là, vous avez globalement l'ensemble des choses qui existaient déjà et les petites modifications de cet outil-là. Donc ça peut être extrêmement pratique, et notamment cette notion de densité, c'est vrai que c'était quelque chose qui n'existait pas dans les versions précédentes, et là du coup on peut venir jouer un petit peu sur cette notion de densité qui est plutôt cool. Donc là après ce que je peux faire, c'est venir ici dans ma transparence, et venir choisir par exemple un petit mode de fusion de type incrustation par exemple, qui me permet d'appliquer mon petit graphisme à mes petites baskets. Voilà pour générer les motifs, on passe aux autres améliorations. Nouvelle amélioration, on fait nouveau fichier, je lui redonne encore une dimension de 1024 par 1024 en pixels, couleur RGB, je fais créer, et ensuite je vais venir chercher l'outil rectangle, j'appuie sur Shift pour faire un rectangle parfait, je vais lui donner une couleur un petit peu jaune-orangé comme ça, je ne veux pas de couleur de contour. Avec mon outil de sélection, je peux venir le centrer par exemple. Là maintenant que ma forme est sélectionnée, je vais aller dans Objet, Tracer, et je vais lui demander en fait d'ajouter un point d'ancrage, ce qui va me permettre par exemple maintenant de pouvoir faire ici sur cette partie-là comme une espèce de sorte de blason, comme ça, clac, clac, hop. Voilà, c'est à peu près la forme que je voulais. Ensuite, si je viens sélectionner mes points ici, avec Shift, je pourrais sélectionner en fait chacun des angles, donc j'appuie sur Shift avec mon outil de sélection, ce qui me permet d'avoir ici l'outil qui va me permettre d'arrondir, et là du coup ça me permet de faire une sorte de blason. Et là du coup ce qui m'intéresse, c'est de venir ici sur l'option de remplissage génératif de la forme. Donc je viens cliquer sur cette option-là, et là maintenant je vais pouvoir rentrer différentes choses, donc je vais lui dire logo de skateboard par exemple. Et maintenant, j'ai accès à différentes options qui vont être la précision de la forme, le détail, ici la possibilité de venir donner en fait des références stylistiques, et je peux choisir une ressource qui serait une image extérieure. Alors je vais faire échappe, ça peut être pas mal, ou alors je peux venir mettre ici des effets, donc je vais lui dire plutôt design plat par exemple. Et dans les améliorations que l'on a effectivement, encore une fois, ce bouton tout effacé qui va être pratique et qui va vous permettre d'éviter de galérer effectivement à devoir aller cocher à chaque fois ou décocher différentes choses. Par exemple, vous voyez, si je sélectionne plusieurs choses, si je devais revenir dessus pour les désélectionner, c'est vrai que ce serait assez pénible, alors que de cliquer sur tout effacer pour venir choisir un élément, ça va être beaucoup plus pratique. Ensuite, ici, dans cette fenêtre-là, je retrouve en fait la fenêtre de remplissage génératif de la forme, dans lequel ici je peux venir activer ou désactiver la suggestion de prompt. Alors, en fait, la suggestion de prompt, malheureusement, elle n'est pas en français pour le moment. Elle est en anglais. Donc là, si j'écris logo skate, eh bien là, il me dit logo skateboarder avec en tant que cadeau de nouvelle année. Skater Girl, Sketch on Paper, Concept Illustration, Skates, Man Skating Downhill, Winter Activity, etc., etc. Là, si vous voulez désactiver les suggestions
Je vous encourage à le faire, puisque pour l'instant, ça n'est pas en français. Logo de skateboard, et puis je pourrais lui mettre tête de skater et planche en travers. Alors je suis pas sûr que ça va fonctionner, mais globalement c'est pour vous montrer que maintenant effectivement dans le remplissage génératif de la forme, vous avez les suggestions, vous avez donc, ça c'est des choses qui existaient avant, précision de la forme, détail, dans les styles, ici je peux cliquer sur tout effacer qui va tout effacer, mais je peux revenir ici sur ma référence stylistique, qui va être en automatique, ou alors qui va être avec une ressource que l'on va choisir. Donc là en fait il faut avoir l'image à l'intérieur. Donc je vais recliquer là-dessus pour retrouver la fenêtre. Dans les effets, donc ce que je voulais, c'était avoir donc design plat, couleur et ton, et bien là moi je veux effectivement avoir des couleurs plutôt vives. On peut bien entendu lui mettre des couleurs automatiques, ou alors on peut lui indiquer des couleurs, et on a toujours ce bouton tout effacer. Mais ce sont des options qu'on connaît, puisque en fait c'est les mêmes options que l'on avait dans Motif tout à l'heure. Et maintenant je viens cliquer sur générer, et on va voir comment il se dépatouille avec tout ça. Donc voilà, globalement, c'est juste dans le remplissage génératif de la forme, on a l'accès à différentes options qui vont vous permettre d'avoir un petit peu plus de contrôle sur ce que vous allez générer, comme à l'intérieur de la fenêtre de motif. Voilà. Première proposition, deuxième proposition, troisième proposition. La troisième est plutôt cool d'ailleurs, et en fait il m'a mis des espèces de planches en travers, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le petit test. On va pouvoir passer maintenant à la dernière amélioration à l'intérieur d'Illustrator. Dernière amélioration, mais qui est globalement la même chose que ce que l'on a vu dans les deux précédentes vidéos. Donc je fais encore une fois un nouveau fichier, je vais rester sur un 1024 par 1024. Et ensuite, là je ne vais pas faire de forme, ou je ne vais pas aller chercher la fenêtre de motif, je vais juste aller cliquer sur l'option générer des vecteurs, et je clique donc là-dessus. Donc là, pour vous montrer quoi, une fenêtre que vous connaissez, puisque en fait c'est celle que l'on a utilisée tout à l'heure. Et là, je vais lui dire plage. Alors, je vais dire verre de soda posé dans le sable au bord de la plage, par exemple. Et donc, là, ici, petite chose que j'ai, c'est justement suggestion de prompt que je peux activer, désactiver. J'ai ici des petites options qui me permettent de voir les consignes d'utilisation ou d'afficher l'aide d'Adobe. Ensuite, j'ai le type de contenu, mais ça, c'est des choses qui étaient déjà présentes avant la version 29, hein, donc choix d'une scène, d'un sujet ou d'un icône. Donc là, je vais choisir effectivement une scène. Je vais vérifier bien ce que j'écris. Donc c'est verre de soda posé dans le sable au bord et pas board, la photo skateboard de tout à l'heure sur la plage. Je peux augmenter ou réduire le maximum ou le minimum de détails. J'ai ensuite les références stylistiques ici, donc je peux aller chercher une image de référence, la possibilité de choisir les effets. Donc là, je peux lui dire, par exemple, bon, je vais rester sur du design plat, ou allez, peut-être 3D dans ce genre-là. Et là, encore une fois, j'ai le bouton tout effacer qui est là, et ça n'existe que depuis la version 29. Donc design plat, 3D, pourquoi pas. Couleur et ton, on veut aller donc dans les couleurs plutôt chaudes. Le nombre de couleurs, on laisse en automatique, on pourrait indiquer des couleurs, et on retrouve le bouton effacer. Donc ça, c'est effectivement les quelques nouveautés apportées, enfin en tout cas améliorations apportées aux outils génératifs à l'intérieur d'Illustrator 29. Je fais juste générer, petite moulinette. Alors, en règle générale, il vous conseille effectivement de définir un rectangle pour que ça définisse en fait la taille de l'élément dans lequel vous voulez générer quelque chose. Ça sert pas forcément à quelque chose, hein. Vous pouvez le faire directement dans votre document. Après, en fait, il va lui choisir la dimension de l'illustration et vous n'aurez pas tellement de choix. Là, vous voyez que du coup, effectivement, il a fait cette illustration-là. Donc, petite illustration sympa. En plus de ça, il y a vraiment pas mal de détails dans cette image-là. Celle-ci aussi est plutôt cool, hein, vous voyez. Et aussi celle-ci. Donc, tout simplement pour dire que, eh bien, dans les outils génératifs d'Illustrator, il y a quelques petites options qui vous permettent d'avoir un petit peu plus de contrôle. On a fini avec l'ensemble des nouveautés, on va pouvoir conclure cette formation. Je disais qu'on avait fini avec les améliorations et nouveautés de cette version 29 d'Illustrator, mais en fait, il y a une dernière chose dont j'ai un petit peu parlé tout au long de cette formation,
et vous avez pu le voir en application, mais dans lequel j'ai pas été extrêmement explicatif et démonstratif, c'est justement les améliorations qu'il y a eu aussi dans la barre de tâches contextuelles. Donc je vais faire un nouveau fichier, 1024 par 1024, ça suffira largement, je vais faire créer, et donc cette barre de tâches contextuelles, c'est cette barre qui est présente ici depuis quelques versions d'Illustrator. Donc là en fait, en fonction de l'outil ou de la configuration dans laquelle vous allez vous trouver, le contenu de cette barre va changer. Là par exemple, je suis dans un document vide, il me propose soit de venir dessiner au crayon directement. Si je fais ça, effectivement, maintenant j'ai mon crayon, et après, du coup, je peux continuer de faire des choses. Je vais supprimer tout ça, je vais reprendre l'outil de sélection. J'ai ensuite ici généré des vecteurs, et ça, vous savez ce que c'est, puisqu'en fait, on l'a fait précédemment. C'est ce qui me permet, par exemple, de venir créer quelque chose directement en utilisant l'intelligence artificielle générative. On va passer ce truc-là, hein, vous aurez compris le principe de tout ça. Je vais faire annuler. J'ai ici la possibilité de placer une image, c'est-à-dire importer. Donc, je peux venir importer une image et la mettre à l'intérieur de mon document, très simple. Et ensuite, regardez, comme je suis dans la configuration, je vais venir, voilà, à l'intérieur ici, comme je suis dans la configuration en fait de l'import d'une image, il y a des options qui sont spécifiques, comme par exemple ici, vectorisation de l'image, qui est la même chose que de venir ici ou que de venir ici à l'intérieur de la fenêtre de propriété. J'ai aussi Retype qui va me permettre de détecter des polices à l'intérieur de cette image-là et du coup de m'offrir la possibilité éventuellement de les modifier. Et là, j'ai la possibilité de recadrer l'image, d'incorporer l'image définitivement par exemple. Et quand je l'ai incorporée, je peux rééditer le lien ou je peux même décider de la recadrer et cet outil-là va me permettre de recadrer mon image. Donc en fait, cette barre de menu contextuel est quand même assez pratique. Dans le cas où par exemple, je vais aller enlever un petit peu tout ça, dans le cas où par exemple je viens créer une étoile par exemple, si je viens cliquer ici sur l'outil étoile, là regardez, j'ai les options pour modifier le tracé s'il le faut, et là du coup je peux venir modifier mon tracé, je peux venir ici simplifier mon tracé. Donc en fait, vous voyez qu'à chaque fois, cette barre de menu contextuel change. Je vais venir un petit peu en arrière, CTRL Z, reprendre mon outil de sélection pour revenir en fait dans ce truc-là. J'ai la possibilité de venir modifier ici la couleur de fond, comme ça au moins j'ai accès directement ici à la couleur. Je peux mettre des dégradés si j'en ai envie. J'ai les informations qui vont concerner mon contour par exemple. Je peux faire précédent. J'ai ensuite ici la possibilité de venir modifier les informations qui vont concerner mon étoile. Donc vous voyez qu'en fait on peut faire pas mal de petites choses. Je peux lui choisir en fait les angles et les rayons comme j'en ai envie aussi ici, de 10 pixels par exemple. J'ai les informations qui vont concerner le diamètre et l'autre diamètre qui va être ici. Donc en fait, c'est ça qui est vraiment très bien avec cette barre contextuelle, même si des fois elle va vous venir en travers de la tête, et c'est vrai qu'elle peut être un petit peu invasive, mais c'est que peu importe l'outil que je vais utiliser, je vais avoir accès à du contenu, texte par exemple, qui peut me permettre très rapidement de venir changer la police, changer le corps, changer la dimension de la police, changer sa couleur, etc., etc. Donc c'est vraiment un outil qui évolue en douceur à l'intérieur d'Illustrator, comme il a évolué en douceur aussi à l'intérieur de Photoshop, mais maintenant ça peut permettre dans pas mal de cas de supprimer en fait pas mal d'éléments qu'il y a à l'interface et qui ne sont pas forcément nécessaires, comme des fenêtres de sélection de couleurs, comme souvent, même s'il n'y a pas non plus la totalité des choses, les informations de la fenêtre de propriété, puisque là regardez pour le texte, j'ai la possibilité d'appeler ici tout ce qui va concerner, de transformer de texte traditionnel en texte captif. J'ai même l'option vectoriser le texte qui est présent ici, en plus de la couleur bien entendu. Donc n'hésitez pas à bricoler un petit peu avec tout ça, puisque là vous allez pouvoir avoir quand même pas mal d'options qui vont être sous la main avec cet outil-là, donc plutôt pratique à utiliser au quotidien. Pour finir avec cette barre-là, pour ceux qui effectivement ne l'aiment pas, vous pouvez la supprimer. Si vous venez dans les trois petits points ici, vous pouvez lui demander de masquer la barre. Si vous voulez la réafficher, il suffit d'aller dans Fenêtre et faire barre de tâches contextuelles. Et puis aussi, il y a la possibilité de réinitialiser la position de la barre, ou alors d'épingler la position de la barre, ce qui évitera par exemple quand vous allez sélectionner une partie, que la fenêtre bouge. Parce que si elle n'est pas épinglée, en fait, ce qui va se passer, c'est quand vous allez sélectionner un élément, la fenêtre va venir avec. Là, du coup, il veut plus bouger.
Si je viens là, vous voyez qu'effectivement, à chaque fois, elle bouge. Alors que là, si je lui dis épingler, là maintenant, elle bouge plus. Voilà, c'était pour la dernière amélioration, mais qu'on a pu voir tout au long, effectivement, de ce tuto-là, puisque je l'utilise très souvent. C'était pour la dernière amélioration de cette version 29 d'Illustrator. Allez, on peut maintenant conclure cette formation. Ce tuto qui vous a permis de découvrir les nouveautés d'Illustrator en version 29 est désormais terminé. Donc vous avez pu voir vraiment tout et même les choses dont la plupart des gens n'ont pas parlé. C'est vrai que quand cette version 29 est sortie, les gens ont beaucoup parlé de l'outil Curviligne qui vous permet de dispatcher des objets le long d'une ligne. Les gens ont aussi parlé de la grosse amélioration qu'il y a de la vectorisation d'images. Mais les autres choses dont je vous ai parlé, eh bien, je les ai vues traitées nulle part ailleurs en vidéo, donc vous avez un petit plus en suivant mon tuto. J'espère en tout cas que ce tuto vous a plu et va vous permettre d'avoir envie peut-être de découvrir certains de mes tutos. Donc, pour ceux qui par exemple ne me connaissaient pas, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site de tuto.com. C'est la plateforme sur laquelle globalement je vends mes tutoriels, ou en tout cas je publie des tutoriels parce qu'il y a pas mal de tutos gratuits qui sont disponibles sur cette plateforme-là aussi. Si vous voulez chercher mes tutos, donc j'ai souvent des formations qui sont en première page. Typiquement là j'en ai une sur les nouveautés de Photoshop, une sur les nouveautés de Luminar, une autre là ici qui concerne un rendu 3D Keyshot. Donc vous tapez tout simplement mon nom dans la barre de recherche ici, juste mon prénom d'ailleurs suffira, parce que des Gilles, il n'y en a pas 50 sur la plateforme. Je tape Gilles dans la barre de recherche. Je tombe donc sur l'ensemble des tutos que j'ai fait. Il vous suffit de cliquer sur mon nom, par exemple, et là vous arrivez ensuite à l'intérieur de mon catalogue. Et si vous cherchez des formations spécifiques à Illustrator, par exemple, donc je peux filtrer pour Illustrator, et là vous avez l'ensemble des tutos que j'ai fait sur le logiciel. Alors là en l'occurrence par exemple, n'hésitez pas, si vous voulez suivre un tuto complet sur Illustrator, si vous ne le connaissez pas, j'ai cette formation de plus de 19 heures qui s'appelle formation apprendre Illustrator de A à Z, et donc ça permettra à ceux d'entre vous qui peut-être ne connaissent pas encore suffisamment le logiciel d'augmenter vos compétences dans l'outil majeur de création vectorielle dans la suite Adobe. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos sur Illustrator ou dans d'autres logiciels. Allez, salut!